a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Un extrait d'un des textes qui ont été lus et qui nous a tous beaucoup touchés, écrit par Salim Atoubou, un écrivain franco-comorien de Marseille. Je proclame l'indépendance des Comores, dans cette frontière coloniale à sa base, Mayotte, Anjouan, Moélie et Jeune Comore. Ça signifie nous n'en voulons pas de l'indépendance à la merde, à la fin. Moroni, capitale des Comores. Une ancienne colonie française dans l'océan Indien. Pour rejoindre le territoire français, les Comoriens sont prêts à tout, même à mettre leur vie en danger. Notre pays est un et indivisible. Un archipel marqué par la figure d'un homme à la réputation sulfureuse, Bob Denard, un mercenaire français. La déclaration unilatérale de l'indépendance justifiée des arsenals des défis lancés contre la France. Ne compromettez pas l'avenir par des réformes hâtives et ne remplacez pas les organismes tant que vous n'êtes pas certain de pouvoir faire mieux. I have a dream. Bonsoir à tous, salam alaikum. On a choisi de commencer ce soir, le 5 juillet, pour la conférence qui a le thème Histoire de lutte pour l'indépendance des Comores. Et on a invité, vous allez avoir la présentation des invités, mais c'est juste quelques mots de remerciement. On a tardé à commencer, mais je donne la présidence pour le discours d'ouverture. Merci. Bonsoir à tous. Nous avons décidé de faire cette conférence aujourd'hui car au-delà de toute la célébration qu'on fait autour de la fête de l'indépendance, le devoir de mémoire, il est le nôtre et nous devons tout faire pour le mettre en place chaque année autour de la fête de l'indépendance. Donc nous avons nos deux intervenants ici présents aujourd'hui que je remercie chaleureusement pour leur présence et qui vont tout au long de la soirée vous présenter tout le processus de l'indépendance des Comores. Et j'espère que la soirée vous plaira, qu'elle sera enrichissante pour vous et surtout très riche. Et n'hésitez pas, lorsque la parole vous sera donnée, d'intervenir et d'interagir avec nos intervenants. Et bonne écoute à tous et bonne soirée. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Donc merci d'être venus ce soir dans cette conférence. L'association MSJCL et AECCL ont décidé ce soir d'organiser cette conférence sur la fête de l'indépendance. Tout d'abord pour permettre aux jeunes notamment de pouvoir apprendre et comprendre l'histoire de notre indépendance. Et pour en parler ce soir, nous avons deux personnalités très importantes. Des personnalités très connues au sein de la communauté comorienne, mais aussi des personnalités au parcours différent. Et à ma droite, nous avons monsieur Hassani Mohamed Rafsanjani. Vous êtes doctorant en droit constitutionnel. Vous êtes chargé d'enseignement en droit public à l'université de Toulon. Vous êtes aussi écrivain parce que vous avez vous avez publié Constitution des Comores, expliqué, commenté article par article aux éditions Salakante. Vous êtes membre fondateur de l'association de la jeunesse consciente, Ngochao. Et il y a à peine une semaine, vous venez de gagner le prix Guy Carcassonne pour le meilleur article constitutionnel. Un prix qui vous a été remis par le président de la Cour constitutionnelle, Laurent Fabius, le 19 juin passé. Et vous faites la fierté de tous les Comoriens partout dans les réseaux sociaux et même aux Comores. Donc rien que ça, on peut vous applaudir ce soir. Vous préparez une thèse portant sur les révisions constitutionnelles en Afrique et la clause de limitation des mandats présidentiels. Vous intervenez très souvent dans les journaux et dans les réseaux sociaux pour expliquer la constitution de notre pays. Et vous allez intervenir dans une deuxième partie sur l'évolution juridico-constitutionnelle de l'indépendance à nos jours. Donc, sans trop tarder, nous allons passer pour notre deuxième partie sur l'évolution juridico-constitutionnelle par notre frère Mohamed Rafsanjani. Bien, merci beaucoup, monsieur le modérateur.
Je commencerai déjà par m'excuser d'avance parce que j'ai pas de notes, donc je vais être un peu peut-être dispersé, mais en général je le fais assez bien. Alors mon aîné d'Hymne Nature, il a presque terminé par mon thème en fait. Il a un peu commencé l'évolution juridique et constitutionnelle. Alors, je dirais que tout commence. Alors, je reste très juridique et très institutionnel, donc la cuisine interne, politique, etc. D'autant plus que j'ai été pas né, donc j'y connais pas grand-chose. Donc, je vais rester uniquement sur tout ce qui est institutionnel et juridique. Alors, tout commence évidemment par ce référendum du 24 décembre 1974. Référendum qui nous donne l'accession à l'indépendance, et il faut toujours se rappeler de la question exacte qui était posée. On demandait aux Comoriens, au territoire des Comores, donc la question était assez claire, on demandait au territoire des Comores, donc toutes les îles des Comores, s'ils voulaient bien accéder à l'indépendance. Il va y avoir une victoire écrasante du oui pour accéder à l'indépendance. Il va se passer effectivement ce qui se passera de sorte à ce que Mayotte sera conservée dans le giron français. Alors je vais passer très vite sur la question mahoraise. On pourra peut-être revenir dans le débat et l'échange si vous voulez plus de précision. Mais on peut juste dire qu'effectivement, sans respecter le principe, en fait on a violé deux principes juridiques avec cette histoire de Mayotte. D'abord, on a violé un principe basique qui est ce qu'on appelle, alors c'est dit en latin, l'uti possidetis juris, c'est-à-dire quand vous accédez à l'indépendance, c'est un principe juridique classique, c'est que quand vous accédez à l'indépendance, pour éviter tout problème, vous héritez des frontières telles que tracées par le colonisateur. C'est un principe classique, vous accédez à l'indépendance, vous récupérez tout le territoire. Donc ce principe n'a pas été respecté déjà à la base, le principe de l'uti possidetis juris. Ensuite, on a violé un deuxième principe, celui-là encore plus grave, qui est le principe de l'indivisibilité du suffrage universel. Quand le suffrage universel s'exprime, on prend les résultats dans son ensemble. On ne peut pas en réalité dire on accepte 40% ici, 60% là. C'est comme si, par exemple, aux dernières élections présidentielles, on disait tous ceux qui ont voté pour Marine Le Pen, ils seront présidés par elle, et tous ceux qui ont voté par Macron seront présidés par Macron. Évidemment, ça serait débile dans la manière de faire. Vous avez vu aussi la dernière tentative qui a été faite, c'était en Nouvelle-Calédonie. C'est comme si on avait dit à ceux qui ont voté pour l'indépendance, parce qu'il y en a quand même qui ont voté, même si ce n'était pas les majoritaires, vous restez indépendants et puis tout le reste reste française. Donc c'est un principe qui n'a pas été respecté, on pourra y revenir. Ensuite, dès qu'on prend l'indépendance, ça veut dire quoi? Alors je ne vais pas rentrer dans la définition de l'indépendance, ça a été très bien expliqué, mais ce qui est de manière concrète, il faut créer un État. Et l'indépendance, c'est un État qui se crée. Et lorsque l'État se crée toujours sur la base de rien. Il faut alors inventer un droit. Il faut trouver une manière d'organiser cet État pour que l'État fonctionne. Alors il y a deux manières de faire en général. Il y a la manière, j'allais dire à la Ibou Nassir, peut-être que vous connaissez un peu ce personnage. Alors Ibou Nassir en général, il n'aime pas beaucoup l'Mfaou, mais vous savez, il lui crée beaucoup d'ennuis. Mais Ibou Nassir, lui, dans sa tête, il disait, j'accepte l'Mfaou, mais j'accepte sa règle. Je sais que c'est lui qui impose la règle, mais je ne suivrai sa règle que si j'estime que sa règle est juste ou bonne. Alors le problème, c'est que si vous demandez à Ibou Nassir ce que c'est qu'une règle bonne, c'est pas sûr qu'il arrive à vous répondre. Il vous dira une règle bonne, c'est une règle qui est bonne. Et là, on n'est pas très avancé. Vous savez, on tourne en rond. Et alors, imaginez un État dans lequel il n'y aurait que des Ibou Nassir. C'est-à-dire, chacun dit, moi, je respecte la règle, mais quand si elle est bonne. Alors là, vous imaginez un peu le désordre, parce que ce qui est bon pour toi, pour moi, ne l'est peut-être pas pour vous. Inversement. Ou bien, il y a une deuxième manière de faire, c'est de dire, on va tous se mettre d'accord pour fixer une règle supérieure. Cette règle-là sera la même pour tout le monde, qu'on soit riche ou pauvre, intelligent, bête, faumé ou sujet. Et c'est cette règle-là qui va tous nous diriger. Et c'est comme ça qu'on a imaginé ce pacte social qu'est la Constitution. Et donc, nous, c'est ce qu'on a choisi, puisqu'en réalité, c'est ce que tout le monde avait fait. On accède à l'indépendance, on prend une Constitution. Alors la première à avoir été posée, elle a été posée par... ça a été posé effectivement par la République soaliste révolutionnaire. Alors pour être d'accord entre nous, on va considérer que c'est la première République, même si d'un point de vue scientifique, c'est pas sûr. Mais pour qu'on puisse compter ensemble, on va dire que c'est la première République. Donc la première République est établie par cette Constitution. C'est une Constitution qui presque, et là je parle sous le contrôle de ceux qui ont été les acteurs, c'est une Constitution qui presque nous a été octroyée. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un mouvement constituant, un référendum. C'est une Constitution octroyée par le Conseil national populaire.
Et donc on nous a donné une constitution vous disant elle est bonne pour vous. Alors cette constitution, c'est la première, elle date de 1977. C'est une constitution, alors on ne pourra pas rentrer dans les détails vu le temps que j'ai, mais elle a quand même quelques particularités assez intéressantes. D'abord, c'est la première, la seule d'ailleurs, depuis ce jour il n'y en a pas eu une, c'est la seule république laïque. Parce que depuis on n'en a plus de république laïque, c'est l'article 1er de la Constitution. L'archipel des Comores est composé de 4 îles, c'est une république démocratique, bon, encore heureux, mais elle est laïque. Alors laïque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la République ne reconnaît aucun culte et ne subventionne aucun culte. La République est neutre. Voilà. C'est la seule, parce qu'après, ce n'a tous été que des républiques islamiques. Il y a eu un État, il y a ce qu'on appelle une religion d'État, auquel on aura le temps de revenir sur cette notion qui est très très mal comprise aux Comores. Donc c'est la première, la seule république laïque. Elle avait une deuxième particularité assez intéressante, c'est que nous n'étions pas dirigés à l'époque, en tout cas dans la vision de cette constitution, par un homme. Alors effectivement, Ali Soali, par son aura personnelle, il concentrait un peu le pouvoir, on avait l'impression que c'était lui. Mais dans la conception de la Constitution, ce n'était pas un homme, c'était ce qu'on appelle un conseil d'État. Et dans le conseil d'État qui disposait du pouvoir exécutif, il y avait un président du conseil, un vice-président et 9 autres conseillers. Alors le président du Conseil d'État était le président de la République, mais uniquement parce qu'il était le président du Conseil. Donc c'était un gouvernement presque collégial. On avait d'ailleurs à l'époque de ministre dans le texte, très général, le ministre des Affaires intérieures. Alors dedans il faut y mettre l'économie et tout ce que vous voulez. C'était assez pratique. Et ensuite vous avez le ministre des Affaires extérieures. Voilà, vous mettez tout ce que vous voulez. Donc comme ça on faisait beaucoup d'économies. Bon, pas besoin de multiplier beaucoup de ministères et c'est assez pratique. Et puis il y a une troisième particularité, celui-là un peu plus contestable, peut-être qu'on pourra en discuter, mais lorsque la Constitution commence par dire que la République est démocratique, si on regarde l'organisation, comment elle était faite, c'était un peu plus compliqué. Alors d'abord, pour la première fois, et la seule fois encore une fois, c'est vraiment une constitution originale, pour la seule fois dans notre histoire constitutionnelle, le pouvoir venait d'en bas. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que celui qui nous dirige, enfin, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui nous dirige, alors qu'au fond du fond, c'est nous qui l'avons choisi. Bon. Mais à l'époque d'Ali Soali, la logique, c'était quoi? Plus vous montez dans la hiérarchie, plus celui qui est en haut, son lien avec le peuple est complètement indirect. Il n'y avait personne qui pouvait dire « je suis le choix du peuple ». C'est-à-dire qu'il avait fait en sorte que c'est le peuple qui garde la souveraineté. Donc on commençait par ce qu'on appelle les comités populaires, c'était le seul à être élu directement par le peuple. Et ensuite on montait, c'était toujours un lien indirect. De sorte que même celui qui est en haut, il n'avait pas la légitimité de se dire mine de fois oui je suis le chef, parce qu'il n'y avait pas de lien direct avec le suffrage directement. Aujourd'hui, notre président, on l'élit directement au suffrage universel direct. Alors vous imaginez un président qui est élu au suffrage universel direct par les Comoriens, par la majorité absolue des Comoriens. Il requiert une légitimité très forte qui peut faire presque ce qu'il veut. Là, avec cette constitution-là, on était presque méfiant avec le pouvoir, et donc on avait mis beaucoup de strates entre le chef et le peuple. Mais on va dire que le côté romantique s'arrêtait là, parce que très vite on retombait presque dans les mauvaises habitudes initiales. C'est que la constitution précisait que le Conseil d'État, donc le président de la République, avait le pouvoir réglementaire et déterminait et conduisait la politique, donc c'était lui qui avait le pouvoir exécutif. Et ensuite, la Constitution précisait que, en collaboration avec les autres comités, le Conseil d'État avait le pouvoir législatif. Donc, au sein de la même institution, on faisait les lois et on gouvernait. Donc, il n'y avait pas de séparation des pouvoirs, clairement. Alors, il y avait une séparation, on va dire, presque généreuse qui a été donnée au pouvoir judiciaire, mais toujours sous le contrôle du président. Le président est le garant de l'indépendance de la justice. C'est une formule qui est répétée jusqu'à aujourd'hui, une formule qu'on a héritée de la France et qui ne veut rien dire. Parce que si vous dites que le président il est le garant de l'indépendance de la justice, c'est comme si vous disiez que le loup est le garant de la bergerie. Forcément, c'est lui qui va bouffer puisque c'est lui qui veut imposer. Donc on ne peut pas mettre celui qui est à même de menacer, dire que c'est toi qui es le gardien. C'est un peu compliqué. Mais on a reproduit la formule. Alors, cette constitution, elle n'a pas beaucoup duré. Elle a sauté très vite, avec notamment l'assassinat du président Ali Soali. Et ensuite, on a mis la constitution de 1978, dont on décidera entre nous quelle est la deuxième. La deuxième République. Elle est née en 1978, une république complètement calquée sur la 5e République française. On n'a pas vraiment fait beaucoup d'efforts. Alors, on a dit que la République était fédérale, qu'elle était islamique.
Alors il faut retenir, parce qu'on y reviendra sur ces notions, mais pour l'instant il faut retenir que la République fédérale islamique des Comores, elle n'avait de fédéral, j'ose pas dire d'islamique pour pas m'attirer les foudres, mais je dirais qu'elle n'avait de fédéral que le nom. Voilà, elle était fédérale mais uniquement par le nom, mais dans l'organisation, dans le fonctionnement des choses, ce n'était pas du tout un État fédéral. On reviendra, on expliquera peut-être si on a le temps la différence. Cette République de 1978 est l'une des plus longues. Enfin, c'est vraiment l'une des constitutions les plus longues. Je pense que la constitution de 2001, si on n'avait pas connu, on va dire, cette parenthèse, on y reviendra aussi, elle aurait sans doute été aussi la plus longue. Donc elle va durer jusqu'en 1989. 1989, il va y avoir l'assassinat du président. Il va y avoir un petit moment de flottement. Une constitution va naître, donc la Troisième République, elle va naître en 1992. Après une conférence nationale, donc on va réunir en 1978, mais il y a 1992, il y a 89, mais bon, ça on ne va pas en parler. Ensuite, il y a 92, la Constitution de 1992, elle va durer quoi? On va dire, elle va connaître une alternance puisqu'on va voter le président Taki, mais le président, une fois élu, va s'atteler à faire une autre. Donc il va y avoir la Constitution de 1996. C'est en réalité une révision, mais une révision entière de la Constitution, donc on peut dire que c'est une nouvelle Constitution. La Troisième République, 1996. Donc vous voyez que, enfin la troisième c'est 1992, 96 c'est la quatrième. Cette Constitution de 96 va complètement échouer. Elle va échouer face à tous les défis, et notamment le défi principal qui était la crise séparatiste. Et donc un coup d'État va intervenir en 1999, dont on sait que les principaux auteurs considèrent que cela n'était pas un, mais que c'était une forme d'interposition. Bon. Du coup, le coup d'État va intervenir en 1999. On nous octroyer une constitution qui s'appelle la Charte constitutionnelle, qui est un texte assez génial parce que le premier article, il dit la Constitution de la République est suspendue. Voilà. Donc, on ne se prend pas la tête, hein, la Constitution est suspendue. Voilà. Donc, comment on fait du coup, vu qu'elle est suspendue? Eh bien, on va fonctionner avec une Constitution d'ailleurs qui est très courte. Je vois qu'elle a 6 articles. Et voilà, on a un comité militaire qui gouverne et qui fait tout. Voilà, tout simplement. Elle a pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Elle est dirigée par un président de ce conseil militaire qui est en réalité le président de la République et qui à l'époque était le président Azali Assoumani. Alors, cette charte constitutionnelle va déboucher sur les accords de Fomboni pour justement faire la réconciliation nationale. Les accords de Fomboni vont poser les bases de la nouvelle constitution, celle du 23 décembre 2001, qui est la constitution de l'Union des Comores. La constitution de l'Union des Comores est donc la 6e constitution. On pourrait dire que c'est la 5e république, sauf si parmi nous certains veulent considérer celle de 1999 comme une république. C'était quand même un régime putschiste. On va dire qu'il y a une parenthèse dans la République et que la Constitution de 2001, c'est la 5e République, on va dire. Et ensuite, cette Constitution de 2001, elle va poser des principes. Alors, cette Constitution-là, on va rester un peu plus longtemps dans cette Constitution-là. Juste vous faire remarquer que cette Constitution va être révisée en 2009. Ensuite, il va y avoir la révision de 2018. Et si vous regardez très bien, dans toute notre histoire constitutionnelle, jamais, on a modifié une constitution en suivant une procédure. Jamais. On a toujours fait des coups d'État, ou bien on a assassiné un président, ou bien on a fait la révolution, et une constitution est née. Tous nos constitutions sont nées du fait. Alors on a fait un fait, et une constitution est née. La constitution de 2001 est la seule à avoir évolué par la procédure. En 2009, on la révise en suivant la procédure. En 2014, le président Kililou, celle-là, il est passé inaperçu, mais le président Kililou a fait une révision très importante en 2014, en suivant les procédures. Donc c'est presque la seule, on va dire, qui a évolué en suivant les règles. Avant, on trouvait plus expédient de faire un coup d'État, ou de faire une révolution, ou de faire un fait et d'avancer. Alors, vous verrez que demain, on fêtera les 44 ans d'indépendance. Donc, si vous comptez très bien, en 44 ans d'indépendance, nous avons connu, si on compte la Constitution de 2018, nous avons connu 7 constitutions en 44 ans, ce qui est beaucoup, hein, ce qui fait à peu près... Alors, si on prend un exemple de la France, qui est la championne du monde des changements de constitution, hein, vraiment, entre nous, il ne faut jamais vous laisser donner des leçons par la France en termes de changement de constitution, parce que c'est la championne du monde. Hein, là, aujourd'hui, on est dans la 5e République, ce qui veut dire que déjà, il y en a eu 5. Mais avant la 5e République, la France a connu en 229 ans d'existence, c'est-à-dire après la Révolution, elle a connu 17 constitutions, ce qui est énorme. Mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont fait au moins une constitution tous les 23 ans, au moins, un rapport. Nous,
les 23 ans qu'il faut à la France pour faire une constitution, nous, en 23 ans, on en fait 3. Donc on est vraiment les champions du monde. Donc en 44 ans, on a quasiment fait la moitié de ce que la France a fait en 229 ans d'existence. Donc cette constitution, auquel on ne pourrait jamais faire un bilan, parce que pour faire un bilan, encore faudrait-il les appliquer, ces constitutions, et ensuite savoir si ça a marché ou pas. Mais aucune constitution n'a vraiment connu une exécution. Et donc cette constitution de 2001, c'est celle qui nous intéresse, la plus récente. Alors cette constitution de 2001, on va dire pour aller très vite, elle a 4 principes. D'abord, c'est une république islamique. Et ça, c'est assez important pour revenir sur la laïcité. La Constitution de l'Union des Comores pose l'islam comme étant la religion d'État. Alors, il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. Là, l'islam a été, au début, en 2001, l'islam n'était que la source d'inspiration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'inspire de l'islam et on fait des règles. Mais c'est tout. Ce n'était que ça. Et puis, la révision de 2009 est allée plus loin. Elle a rajouté une virgule, l'islam, virgule, religion d'État, virgule, source d'inspiration des règles qui organisent l'État. Donc, l'islam, en 2009, est devenu la religion d'État. Alors qu'est-ce que ça veut dire la religion d'État? Alors d'abord, ça veut dire que surtout, par définition négative, que ce n'est pas la religion du peuple, c'est la religion de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État, dans tous ses démembrements, doit respecter les principes de l'islam. Donc l'État, ses collectivités, les mairies, les ministères, etc., eux sont soumis, en tout cas leurs règles peuvent être inspirées par la règle islamique. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le peuple, lui, il garde sa liberté religieuse, celle de croire ou de ne pas croire. Et la Cour constitutionnelle, qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement, la Cour constitutionnelle a validé cette interprétation à 2 reprises. Alors la première fois, c'est parce qu'on a voulu changer l'âge déjà, parce qu'aujourd'hui on vous montre comme si c'était une avancée, mais en réalité à l'époque déjà on avait voulu baisser l'âge d'éligibilité, parce que vous savez que pour être président de l'Union des Comores, à l'époque, il fallait avoir 40 ans. Et en 2009, on avait essayé par une loi de baisser l'âge de 40 à 35 ans, parce qu'on estimait que c'était plus logique. Alors la loi est contrôlée par la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle dit c'est pas possible, on ne peut pas baisser l'âge. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas baisser l'âge? Parce que la Cour explique que comme l'islam c'est la religion d'État, et comme notre prophète a reçu la révélation à l'âge de 40 ans, alors évidemment il faut que le président ait 40 ans. C'est une motivation comme une autre, mais ça prouve quoi? Ça prouve que l'islam s'applique au président parce que c'est le président de l'État. Donc c'est la religion de l'État et pas celui du peuple. Ensuite, il l'a validé une deuxième fois, cette fois-ci de manière plus sérieuse, lorsqu'on a pris la loi sur l'harmonisation de la pratique religieuse. Vous savez qu'en 2011, on a pris une loi aux Comores pour préciser qu'on devait tous prier de la même manière, c'est-à-dire qu'on a pris une loi pour dire que dans tout le pays, on avait une seule doctrine qui était la doctrine Ahl Sunnah wal Jama'a, donc tout simplement on était de l'islam sunnite, et qu'on avait un seul rite, celui de l'imam Shafi'i. Donc on a pris cette loi en 2008, elle a été promulguée en 2011, et la loi a été contrôlée par la Cour constitutionnelle en 2013. Et la Cour va censurer la loi. La Cour va dire cette loi ne peut pas exister aux Comores, tout simplement parce qu'on ne peut pas donner aux Comoriens une doctrine, on peut donner qu'à l'État une doctrine. Mais on ne peut pas imposer ça aux Comoriens. Donc soit vous modifiez la loi en disant le peuple est libre, mais il n'y a que l'État qui a une doctrine, soit la loi ne rentre jamais en vigueur. Donc la loi n'a jamais été corrigée, donc la loi n'est pas en vigueur. Or, encore aujourd'hui, à l'heure où on se parle, notre gouvernement ferme des lieux de culte, enferme des personnes au nom de cette loi. C'est-à-dire qu'on se fonde sur une loi qui n'existe pas pour sanctionner des personnes pour un crime qui n'existe pas. Et on prend des décrets en disant, vu la loi sur la pratique religieuse, mais vu cette loi, vu où la loi? Elle n'existe pas. Parce qu'elle a été censurée par la Cour constitutionnelle. Donc on voit que l'islam, c'est la religion d'État, mais ce n'est pas la religion du peuple. On peut par exemple prendre une loi et dire, dans la fonction publique, on ne va pas travailler le vendredi, dans la fonction publique, il faut venir voiler, etc. Mais on ne peut pas le dire des gens qui sont dans la rue. Voilà, c'est ça le principe. Alors aujourd'hui, ça a beaucoup changé avec la nouvelle constitution, puisqu'avec la constitution de 2018, à force de leur répéter que l'islam était la religion d'État, ils ont modifié, ils sont allés très loin, très très loin. Dans la constitution de 2018, l'islam n'est pas que la religion d'État, l'islam est un élément de la communauté nationale. Et l'islam précisait l'islam sunnite. C'est la première fois qu'on le précise dans un texte constitutionnel. L'islam sunnite est un élément de la communauté nationale. Autrement dit, si vous n'êtes pas musulman sunnite, vous n'êtes pas de la communauté nationale déjà. Donc là, on va encore très loin. Et on explique d'ailleurs que l'islam n'est plus que la religion d'État, mais l'islam organise la vie sociale. Donc elle est aujourd'hui aussi la religion du peuple. Si on est d'accord avec cette constitution.
Ensuite, la Constitution de 2001, en plus de la religion d'État, elle a posé un principe assez important qui est l'État fédéral. Alors l'État fédéral, c'était une manière qu'on avait trouvée de régler le problème du séparatisme. L'État fédéral, ça signifie quoi? C'est un peu. Alors l'exemple concret de l'État fédéral, c'est les États-Unis. C'est-à-dire que vous avez plusieurs. Alors chez nous, ce sont des îles autonomes, et ces îles, ils ont une autonomie mais très très grande. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre constitution, ils ont leur propre loi et ils ont leur propre juge. C'est-à-dire que vous pouvez être en juin, être soumis à une loi et ne pas l'être en Grande Comore. C'est ça la logique de l'État fédéral. Et ensuite, vous avez quand même une constitution fédérale qui est censée faire le lien dans tout ça. C'était ça la logique qu'on avait fait en 2001. Et la logique était tellement grande que la manière dont on avait partagé les compétences, on avait dit les îles, ils avaient la compétence générale. C'est-à-dire qu'ils avaient la compétence sur tout. Et l'Union avait une compétence limitée, exclusive, dans 4 domaines. Je crois que c'était la monnaie, la religion, les affaires étrangères et la défense. Et tout le reste, mais vraiment tout le reste, tout ce qui n'est pas écrit, c'était de la compétence des îles. Vous voyez à quel point la compétence était générale. Et en 2009, on a inversé la logique. On a dit non, c'est pas très bien. Donc en 2009, on a fait la révision, on a dit c'est plutôt l'inverse. Maintenant, les îles sont limitées et la compétence générale, c'est pour l'Union. Alors aujourd'hui, la Constitution de 2018, elle a changé ça aussi, puisque la Constitution de 2018 a supprimé le fédéralisme. Aujourd'hui, on est dans un État unitaire, décentralisé à l'image de la France, donc il n'y a plus d'État fédéral. Alors on vous dit toujours qu'on a des gouverneurs d'une île autonome, mais les îles n'ont d'autonome que le nom. En réalité, on est dans un État unitaire. Ils sont encore élus, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Ils n'ont quasiment presque pas de compétences. Donc on est revenu dans l'État unitaire à la française. Ensuite, on a imaginé, troisième point important de cette constitution, on a imaginé quelque chose d'assez original, qui est la présidence tournante. Alors, la présidence tournante, elle a été imposée à l'époque à l'article 13, alors aujourd'hui elle est dans l'article 54. Le principe est très simple. Alors c'était dit à l'époque que le président est élu pour un mandat de 5 ans. Alors 4 ans à l'époque, après ça a changé, c'est devenu 5 ans. Alors tout le monde trouve ça très long, mais il faut savoir que dans toute notre histoire constitutionnelle, ce sont des mandats courts. Parce que dans la majorité de nos constitutions, vraiment dans la majorité, le mandat de base c'est 6 ans. Si vous regardez la constitution de 87, 92, c'est vraiment un mandat qui est assez court comparé à ce qu'on avait eu l'habitude de faire. Le président est élu pour un mandat de 5 ans. Le mandat est renouvelable, donc quand on vous dit qu'aujourd'hui le mandat est renouvelable, en fait il l'était déjà, dès 2001. Le mandat est renouvelable, mais dans le respect de la tournante entre les îles. Alors là, déjà, il y a un problème. Est-ce qu'on renouvelle d'abord et on tourne après? Ou est-ce qu'on tourne d'abord et on renouvelle le mandat après? Alors la pratique a voulu qu'on tourne d'abord. Donc un président grand comorien, ensuite on tourne en juin, on tourne au Moélie, et peut-être, si ça retourne en Grande Comore, on peut renouveler le mandat. C'est comme ça qu'on a compris la tournante à l'époque. Ensuite, cette tournante, vous avez une élection qui est organisée, une élection primaire qui est organisée dans l'île de la tournante. Cette élection primaire, à l'époque, elle devait choisir 3 candidats. Ils gardent 3 candidats et les candidats vont être élus par le reste des Comoriens. Et là, en 2009, on a fait une révision et on a rajouté une phrase dans cet article qui expliquait que on organise une élection primaire dans l'île à laquelle échoue la tournante, mais en aucun cas, on peut organiser une élection primaire 2 fois de suite dans la même île. Ce qui est bête, puisque si ça tourne, il n'y a pas besoin de le préciser. Si ça tourne, c'est qu'on va organiser l'élection primaire dans une autre île, c'est logique. Mais pourquoi, selon vous, on l'a précisé en 2009 ? Eh bien, on l'a précisé parce que dans la logique de gens qui ont fait la révision de l'époque, c'était une manière de dire que vous voyez, en réalité, ce qui tourne, c'est l'organisation de la primaire. Il n'y a que elle qui tourne. Mais ce n'est pas les origines insulaires des candidats. Tout le monde peut y aller. Mais on ne fait que tourner. Mais une fois qu'on a tourné, qu'on soit en Joannais, Grand Comorien, en Moélien, ben vous pouvez y aller. L'important, c'est de tourner l'élection primaire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en 2016, le président Sambi a présenté sa candidature. Parce qu'il voulait valider cette logique. L'élection primaire tourne, ok, elle va en Grande Comore, mais tout le monde peut se présenter. Alors cette élection primaire, elle pose, cette tournante, elle pose un problème assez grave, c'est que c'est un principe qui normalement ne devrait pas être applicable. C'est-à-dire en pratique, on ne devrait pas pouvoir le faire. Mais ça s'est fait et c'est presque un miracle. Alors pourquoi est-ce qu'on ne devait pas pouvoir le faire? Parce qu'au bout d'un moment, il va falloir juridiquement définir ce qu'un Grand Comorien, ce qu'un Anjouanais, ce qu'un Moélien.
Forcément. Parce que si tous ensemble ici on présente la candidature, il faut que le juge soit à même de dire, eh bien comme c'est le tour d'Anjouan, toi tu n'es pas enjouané, tu ne peux pas y aller. Mais sur quels critères il se base pour savoir que lui il est grand comorien, lui il est enjouané? Zéro critère. Il n'y avait rien qui était prévu dans les textes, rien. Et d'ailleurs, heureusement, parce que si on a un texte qui commence à dire voici comment on reconnaît un enjouané, voici comment on reconnaît un grand comorien, c'est le début de la division. Là, à ce moment-là, on crée une sous-nationalité. Et il faut se rappeler de l'histoire. Vous savez que dans le génocide qu'il y a eu au Rwanda, le Hutu et le Tutsi, quand ils se regardent comme ça, il n'y a pas de différence. Et vous savez comment est-ce qu'ils se faisaient la différence? Ils faisaient des barrages et ils disaient montre-moi ta pièce d'identité. Parce qu'eux, ils avaient eu la mauvaise intelligence de prévoir dans les pièces d'identité l'appartenance ethnique. Et c'est comme ça qu'on aurait pu faire avec cette histoire de tournante. Il aurait fallu à un moment dire, lui il est enjouané, il est grand comorien, et c'est comme ça que le juge aurait su, toi c'est pas ton tour. Mais on l'a pas fait. Parce qu'on s'est dit, comment on fait ça? On peut pas. Et du coup, quand la candidature de Sambi est arrivée, là il y a eu un problème. Il a fallu quand même trancher et on n'avait pas de critères. Alors le juge va quand même trancher dans un arrêt que je vous invite tous à lire. C'est un des très beaux arrêts de la Cour constitutionnelle. Heureusement, elle n'existe plus, elle est très bien motivée. Alors, la Cour constitutionnelle explique que Sambi n'est pas grand comorien. Alors, comment est-ce que la Cour a su qu'il n'était pas grand comorien? La Cour a su qu'il n'était pas grand comorien. Pourquoi? Parce que Sambi s'était présenté à une élection primaire dans le Tour d'Anjouan et qu'il a même été élu dans le Tour d'Anjouan. Donc, il n'est pas grand comorien, il est enjouané. Donc là, vous voyez que c'est une solution qui ne règle pas le problème, puisqu'en réalité, ça ne s'applique qu'à Sambi. Comment on fait à quelqu'un qui ne s'est jamais présenté dans quoi que ce soit? Parce que Sambi c'était facile, il était déjà présenté à une primaire, il a été élu. Mais quelqu'un qui n'a jamais été, c'est la première fois qu'il présente une candidature, comment on fait pour savoir? Et bien en fait on ne sait toujours pas, puisque l'arrêt ne s'appliquait qu'à Sambi. Alors la tournante elle a beaucoup évolué aujourd'hui avec la nouvelle constitution, puisque justement dans le texte on a prévu comment savoir. Et ce qui est très grave. Alors aujourd'hui on sait comment savoir entre nous là, en appliquant le droit, on saura qui est grand comorien parmi nous, et qui est enjouané et qui est moellien. Alors comment est-ce qu'on réussit cette prouesse technique? La Constitution dit, celui qui est grand comorien, enfin, on est originaire de l'île dans laquelle on a un parent né dans l'île. Donc on a ce qu'on pourrait appeler un droit du sang. Donc moi je suis grand comorien parce que mon père, un des parents, est grand comorien. Ensuite on dit, attention, si jamais vous n'avez pas de parents grand comoriens par exemple, mais que vous voulez aller dans le tour de grand comorien, il y a un moyen de se, entre guillemets, naturaliser grand comorien. Alors comment est-ce que vous faites cette prouesse de naturalisation? Vous devez vivre en Grande Comore pendant 10 ans. Et là vous êtes naturalisé. Vous voyez un peu la logique? Et ce sont des logiques qu'on applique à des nationalités, mais pas à un peuple qui est unique et indivisible. Et d'ailleurs, comment on fait pour celui qui est né d'un père et de mère comoriens, par exemple, et qui sont nés en France? Alors là, lui, il ne peut jamais se présenter, lui, du coup. Parce qu'il n'a pas un parent qui est né en Grande Comore, il n'a pas un parent qui est né en Juin, il n'a pas un parent qui est né à Moëli. Les deux sont nés ici. Sachant que le fait d'être né ici n'empêche pas d'être comorien, puisque vous savez que, vous devez savoir que le droit comorien ne connaît pas le droit du sol. Le droit comorien, pour être comorien, selon notre droit, il faut être né d'un parent comorien. Voilà. Donc même si vous êtes né au fin fond du désert, par un parent comorien, vous êtes comorien. Voilà. Nous, c'est le droit du sang. Donc le comorien qui est né par un parent comorien en France, il est comorien. Mais lui, son enfant, il ne pourra jamais présider aux destinées de la nation, ce qui est très grave. Mais c'est comme ça qu'on arrive lorsqu'on essaie de mettre des règles là où il ne doit pas y en avoir. Parce qu'on ne devrait pas normalement arriver à se distinguer entre nous. Mais cette constitution a réussi cette prouesse. Donc la tournante aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Alors ça serait difficile de rentrer, peut-être on fera dans l'échange, mais cette tournante aujourd'hui, le mandat est renouvelable, donc on renouvelle d'abord, on tourne ensuite. C'est très compliqué. Alors il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que le mandat, ce n'est plus le mandat de la personne qui est renouvelable. Ce qui est renouvelable, c'est le mandat de l'île. On vous dit, le mandat de l'île est renouvelable. Je ne sais pas comment une île fait acte de candidature pour dire je veux renouveler mon mandat, c'est assez compliqué. Je ne sais pas si ça veut dire que le président peut se représenter mais que tout seul, ou si le président peut se représenter mais dans ce cas-là tous les grands comoriens par exemple. Enfin, c'est assez difficile. Mais aujourd'hui, voilà ce qu'il en est, la tournante, on renouvelle d'abord, on tourne ensuite. Et puis aujourd'hui, on a les critères pour savoir
qui doit présenter sa candidature. Et enfin, un des points les plus importants, c'est que cette constitution de 2001 avait créé un juge constitutionnel. Un juge constitutionnel, l'un des plus aboutis de notre histoire. Et le juge constitutionnel, lui, sa vocation, c'est très simple. Sa mission, c'est de s'assurer que toutes les règles qui sont prises ou la manière de gouverner respecte la Constitution. Parce que si vous avez une norme supérieure, mais que vous n'avez personne pour dire que ce que vous faites ne respecte pas la règle, eh bien ça sert à rien d'en avoir une. Donc le juge constitutionnel, nous à notre époque c'était la Cour constitutionnelle, sa mission c'était cela, c'était s'assurer que le pays est gouverné, le pays est légiféré en suivant la Constitution. La Cour constitutionnelle c'était la seule institution, la seule, qui avait un chapitre spécial. Il y avait un titre spécial dans la Constitution qui était de la Cour constitutionnelle. Même le président de la République n'avait pas ce privilège. Le président de la République était noyé dans un titre sur le pouvoir exécutif. Et même l'Assemblée nationale, qui est le représentant de la nation, n'avait pas ce privilège. Il était noyé dans un titre sur le pouvoir législatif. La Cour constitutionnelle, elle avait un titre à elle tout seule, parce que ça montrait l'importance de cette Cour. Et l'une de ses missions, c'était de garantir nos droits et nos libertés. Parce que, effectivement, cette constitution de l'Union des Comores aussi, elle avait réussi à nous protéger, à garantir nos droits et nos libertés. En 2001 d'ailleurs, on est sans doute, je pense que le Comorien sans doute, est le citoyen dans le monde qui a le plus de droits et de libertés. Ça c'est sûr, puisque dans notre constitution, nous avons fait une technique assez remarquable. C'est que dans le préambule de notre constitution, nous avons dit que le peuple s'attache à tous les droits et toutes les libertés qui sont garantis par tous les textes internationaux auxquels nous avons signé, ce qui fait beaucoup. Ça veut dire que quasiment on a tous les droits du monde, puisque tous les textes internationaux, en fait, aux Comores, ne sont pas des textes internationaux, ce sont des textes constitutionnels, en fait. Ils sont intégrés dans la Constitution. Donc nous avons tous les droits et toutes les libertés possibles et imaginables. Et d'ailleurs, en plus d'avoir tous les droits et toutes les libertés, dans le texte, nous avons toutes les procédures imaginables pour les faire respecter. Mais malheureusement, ils ne sont pas connus, ces procédures. Vous devez savoir par exemple qu'aux Comores, nous sommes l'un des rares pays au monde où un citoyen peut se lever un matin, vraiment parce qu'il s'ennuie, il se lève le matin, il prend le journal officiel, il feuillette, il tombe sur une loi, il dit cette loi je l'aime pas beaucoup, j'ai l'impression qu'il viole ma liberté, et bien figurez-vous qu'il peut faire un recours en inconstitutionnalité de cette loi. Avec la condition que cette loi doit avoir été votée il y a moins d'un mois. Ce qui est une condition un peu difficile, mais une fois que vous l'avez remplie, vous pouvez faire un recours direct. C'est-à-dire que vous allez directement à la Cour constitutionnelle, vous dites, voilà, cette loi, je l'aime pas beaucoup, elle viole ma liberté, je vous demande de la juger. Ce qui n'existe même pas en France. En France, vous ne pouvez pas vous lever le matin et aller demander. Il faut attendre d'être dans un procès. Si jamais on vous donne le droit, vous pouvez faire. Nous, aux Comores, on a cette facilité-là. On l'avait, en tout cas. Parce qu'avec la nouvelle constitution, c'est plus précieux. Donc, on a même le pouvoir aux Comores de suspendre une loi, de demander à ce que la loi soit suspendue avant de la contrôler. Mais malheureusement, encore une fois, parce qu'on n'a pas appris aux Comoriens les procédures, malheureusement, on ne les applique jamais. Alors, tout ça pour dire que il y a quelque chose que vous devez garder à l'esprit, on en discutera, c'est que en 44 années d'indépendance, il y a quelque chose que vous devez faire attention. Souvent, on viendra vous dire que la Constitution ne fonctionne pas, et que nous on a une recette. Ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de Premier ministre. Et si on mettait un Premier ministre? Ça ne fonctionne pas parce que il n'y a qu'une seule chambre, il faut mettre 2 chambres, un Sénat, ça serait bien. Ça ne fonctionne pas parce que on a 2 cours, il faudrait en avoir une seule, ça serait sûr. Eh bien, toutes les personnes qui vont venir vous tenir ce discours à partir d'aujourd'hui, vous devez savoir une chose, c'est qu'aux Comores, depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui, nous avons déjà tout essayé. Mais tout. On a essayé toutes les formules qui existent, que l'on connaît dans le droit. Et tout ce qu'on va vous dire, et si on faisait, eh bien on l'a déjà fait. Si on vient, on vous dit, il faut faire un État unitaire, c'est cool, eh bien l'État unitaire, on l'a déjà fait. Ce qu'on vous a présenté comme étant une nouveauté, on a 44 ans d'indépendance, dont 23 ans vécu en État unitaire. Donc ce n'est pas une nouveauté. Si on vous dit qu'il faut mettre un Premier ministre, on l'a déjà eu, le régime parlementaire. On vous dit qu'il faut faire un régime parlementaire, c'est cool. Ben, le régime parlementaire, on l'a déjà eu. On a déjà eu un Premier ministre responsable devant le Parlement. Ce n'est pas pour autant que ça a fonctionné. On a eu le régime présidentiel à l'américaine, séparation stricte des pouvoirs. On l'a eu en 2001. Ça n'a pas fonctionné. On a déjà tout essayé, toutes les formules possibles. On peut toujours imaginer des choses. Mais les formules auxquelles nous connaissons, on a déjà tout essayé.
Mais il y a une chose qu'on n'a pas essayé, c'est de changer les hommes. Et c'est peut-être ça le problème. Parce que des fois, c'est pas le texte le problème. Si c'était le texte le problème, après avoir eu 7 et changé autant de fois que possible, on aurait peut-être enregistré une petite avancée. Ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc je vous remercie beaucoup.